numéro spécial d'Ensemble c'est mieux. Vous le voyez derrière moi, aujourd'hui on est tous ensemble contre le coronavirus sur France 3 Bretagne. Alors on va aborder toutes les questions que vous vous posez au niveau de la santé, comment gérer par rapport à votre travail, les bons gestes pour vous protéger. Alors l'idée, rassurez-vous, c'est de ne pas céder à la psychose, bien au contraire, on va revenir justement sur les rumeurs qui circulent. Et pour vous répondre, voici nos experts. Merci à tous ici présents d'avoir accepté notre invitation. Alors on va commencer par ces chiffres. Le coronavirus en France, c'est 25 morts. À l'heure où je vous parle, plus de 1412 personnes contaminées, dont 71 Bretons. Alors depuis plusieurs jours, le déclenchement imminent du stade 3 est évoqué. Jean-Marc Chaplin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes infectiologue au CHU de Rennes. Alors la première question qui se pose, c'est doit-on avoir peur du coronavirus ? Alors non, on ne doit pas avoir peur du coronavirus. C'est vrai que l'épidémie progresse, mais avec l'épidémie, la connaissance également. Et que nous montrent les chiffres maintenant accumulés, que ce soit en Chine et en Italie, c'est que dans la majorité des cas, l'infection est bénigne et qu'elle ne provoque qu'un léger rhume, voire un petit peu de fièvre. Alors pourtant, cette peur, elle existe. Qu'est-ce qu'elle révèle finalement ? Alors, la peur est liée sur le fait que le virus ne soit pas connu et qu'avant d'emmagasiner cette connaissance, il a été nécessaire finalement de voir comment évoluer cette épidémie pour essayer d'en tirer les conclusions et les réponses appropriées. Donc l'anxiété est surtout liée finalement à l'inconnu qui là, au fil du temps, commence à être mieux maîtrisé, mieux compris et donc sur lequel on peut mieux s'adapter. Alors question anxiété, on va écouter cette première question de René, fonctionnaire. Bonjour, je m'appelle René. Je veux exercer mon droit de retrait. Mais combien de temps ça peut durer exactement ? Merci. Alors merci beaucoup René pour cette question. Alors Maître Balugoujan, vous êtes avocate spécialiste en droit du travail. D'abord, qu'est-ce que c'est que le droit de retrait ? Alors, c'est en cas de danger imminent et grave, un salarié pourrait donc être empêché d'aller travailler, sinon il pourrait remettre en cause sa santé. Donc là, on peut se poser la question face aux peurs dont on évoquait tout à l'heure, mais le gouvernement s'est prononcé de façon forte et ferme là-dessus, puisque plusieurs syndicats, Keolis, le Louvre, vous avez dû entendre parler, ont dit qu'ils allaient faire valoir leur droit de retrait. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et là, on est dans une période très particulière qui est celle d'une épidémie. Donc non, le droit de retrait ne pourra pas s'appliquer. Même pour René ? Alors pour notre René, téléspectatrice qui est fonctionnaire ? Alors elle est fonctionnaire, non, il n'y a pas de possibilité non plus de droit de retrait. Il y a aussi la poursuite du service public. Il peut y avoir des cas dérogatoires, comme par exemple, j'ai eu le cas, moi, d'une personne qui a une insuffisance respiratoire et qui était en contact permanent avec le public, avec une distance qui était de moins d'1 mètre. Là, la question du droit de retrait peut se poser, puisque forcément, il y a un danger grave et imminent qui se pose. Donc, sur cette particularité, on n'a pas de jurisprudence, parce que c'est la première fois qu'on a un cas pareil, mais pour moi, là, le droit de retrait pourrait s'appliquer. Et si demain, parce que j'ai peur, je décide quand même d'user de ce droit de retrait, qu'est-ce que je risque en tant que salarié ? Alors oui, moi je serais d'une grande prudence, comme je vous l'indiquais, puisque le ministre l'a encore réaffirmé hier. Le risque, c'est que l'employeur nous licencie, donc nous licencie pour un motif cause réelle et sérieux. On a quand même le droit au chômage, mais donc on perd son emploi. Et là, ce sera le conseil de prud'homme ou le tribunal administratif qui statuera sur la question pour voir s'il était légitime ou pas. Alors Céline Brulet, vous êtes chroniqueuse pour nous dans cette émission. Alors vous avez déniché les perles du web. Le virus n'empêche pas le second degré. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas l'imminence de la phase 3, vous en tant que citoyenne, qui est le plus anxiogène plus que la maladie ? Quel est votre regard là-dessus ? Je pense que la peur est déjà installée, mais le stade 3 peut-être accentuera cette peur-là. On verra bien. Et ce climat anxiogène, Maître, comment vous l'avez géré personnellement ? Alors personnellement, bon, ça va, j'écoute ce qu'on me dit, j'applique les consignes. Voilà, quand on s'est dit bonjour tout à l'heure, on ne s'est pas serré la main. Après, je pense que ça semble sous contrôle, les différents stades, ça a l'air proportionné à chaque fois, donc je reste sereine. Et docteur Chaplin, vous en tant que médecin, est-ce que vous pouvez dire que vous avez peur ou pas ? Non, on n'a pas peur parce qu'on se protège quand on prend en charge les patients. Donc effectivement, quand on se protège, il n'y a aucun risque de contamination. Donc on est relativement tranquille et serein.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une réponse collective sur une pathologie qui ne présente pas de gravité individuelle. C'est bien cette distinction, cette nuance qu'il faut comprendre. Pourquoi ces réponses collectives sont importantes et effectivement vont prendre de l'ampleur si on passe au stade 3, c'est pour protéger une partie limitée de la population qui sont les personnes âgées, les personnes fragiles. Et pour protéger ces personnes-là, il est nécessaire de limiter la diffusion du virus en population générale. Donc les mesures sont effectivement importantes, mais elles ont pour objectif de protéger vraiment les plus fragiles de cette infection-là. Donc sur le plan, il faut bien comprendre la différence entre sur le plan individuel, on n'a pas une gravité de ce virus-là, mais on a une gravité sur le plan général, sur le plan populationnel, parce que certains dans la population risquent de faire des formes graves. Alors qu'est-ce qui empêche le déclenchement du stade 3 à l'heure actuelle, selon vous ? Alors, c'est une juste équilibre entre ce qu'on va déployer en termes de système de santé, les capacités de prise en charge et la diffusion du virus. Donc voilà, c'est chaque jour évolutif, en sachant qu'on a une situation relativement hétérogène sur le territoire avec des foyers d'infection, des villes qui sont beaucoup moins touchées. Donc il s'agit effectivement pour le ministère de trouver le bon moment pour actionner ce type de plan. Alors justement, si demain on venait à passer au stade 3 de l'épidémie, voici ce qui nous attend, regardez. T'as entendu parler du stade 3 pour le coronavirus ? Oui, mais c'est quoi la différence avec avant ? Le stade 3, c'est le seuil d'alerte maximum. Il est déclenché lorsque le virus ne se limite plus à certains endroits localisés, mais circule partout dans le pays. On passe donc à un stade dit épidémique. Il n'est plus question d'endiguer la maladie, mais d'atténuer la vague épidémique et de veiller à ne pas saturer le système sanitaire pendant une durée de 8 à 12 semaines. Montée en puissance du SAMU, renfort de personnel, médecins libéraux, infirmiers, dispensaires, aides à domicile, tous les acteurs de la santé sont réquisitionnés. Pour ne pas engorger les établissements, seuls les cas les plus graves sont hospitalisés. Les autres patients doivent rester chez eux. Ils bénéficieront d'une prise en charge en ambulatoire. En plus des mesures concernant le système de santé, de nouvelles mesures restreignent la vie en collectivité, comme la limitation des activités culturelles, sportives ou la fermeture graduelle de crèches et d'établissements scolaires. La suspension de certains transports en commun est aussi envisageable, tout comme des mesures imposant le télétravail, voire du chômage partiel. Mais pour l'essentiel, ces mesures seront prises au cas par cas, en fonction de zones particulières. On se rassure, le pays ne sera pas à l'arrêt. La France à l'arrêt, ça veut dire que nos entreprises risquent de s'arrêter, nos salaires, comment ça marche, Maître Balu-Goujon ? On reste payé ou pas ? Oui, on reste payé. Alors moi, j'ai beaucoup de demandes en ce moment sur des entreprises qui veulent mettre en place donc une fermeture partielle de leur activité avec ce qu'on appelle le chômage technique. Ça a été mis en place pour la crise de 2008. C'est une activité qui peut être mise entre parenthèses le temps d'un instant, donc sur une partie des salariés ou sur la globalité de l'entreprise. J'ai comme cas notamment beaucoup de sociétés dans l'événementiel. Vous voyez des traiteurs qui se voient du jour au lendemain annuler leurs événements, donc pas payés, et c'est une grosse difficulté pour eux. Pour les salariés qui soient rassurés, ils pourront être payés puisqu'ils seront payés à hauteur de 70% de leur brut, alors ce qui correspond à peu près à 84% de leur net. Il y aura une prise en charge pour les entreprises à hauteur de 8 €. Là, ils ont augmenté. On pourra demander des indemnités aussi en tant que gérant d'entreprise, pour les professionnels en libéral ? Alors en libéral également, il y a un système de prise en charge partielle d'indemnités. Là, c'est les indemnités de la sécurité sociale qui peuvent être relayées. Est-ce que parmi vous, il y a des gens de votre entourage qui sont impactés par le coronavirus ? Pas infecté par le virus, mais en termes d'activité d'entreprise, il y a forcément des conséquences dans mon entourage. On pense forcément à notre voisin italien qui a étendu le confinement à l'ensemble du pays. Alors est-ce que ce scénario est-il à prévoir en France, Dr Chaplin ? Alors, je pense que c'est très difficile de pouvoir comparer les profils des épidémies d'un pays à l'autre, puisque une épidémie et ses caractéristiques va éminemment dépendre du système de santé dans lequel elle se développe. Le système de santé italien est quand même assez différent du nôtre, et donc de fait le profil épidémique va être
un petit peu différent et la réponse des autorités de santé va également être différente. Donc comparaison n'est pas raison sur ce qui se passe en Italie. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir leur organisation, le profil de leurs malades, les caractéristiques effectivement des patients qui sont hospitalisés. Ce sont autant d'informations précieuses pour nous préparer justement de notre côté. Mais on ne peut pas comparer les réponses collectives des deux pays, c'est très difficile. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui inquiète le plus les autorités françaises ? C'est la propagation du virus ? Ce qui inquiète le plus, c'est que les personnes les plus fragiles soient atteintes. Donc limiter la diffusion du virus, comme vous l'avez très bien dit en phase 3 dans le reportage, et vraiment protéger les plus fragiles, les patients, notamment les plus âgés. Alors, on vous avait promis quand même un peu de légèreté, on ne va pas vous déprimer dès le début de la journée. Alors Céline, vous nous avez concocté un petit florilège d'initiatives bretonnes pour lutter avec humour contre le virus. Exactement, ils ont été très inspirés visiblement. Les Bretons ? Les Bretons, oui. Notamment dans le Finistère, à Douarnenez, il y a une boulangerie Isabelle et Dominique Olivier, ont la boulangerie Poule David, et ils ont inventé, le connaissez-vous, le Corona Bisou. Non, parce qu'ils étaient très frustrés de ne pas pouvoir saluer leur clientèle. Donc on entend beaucoup dire tous dans ton coude et check avec les pieds. Eh bien eux, ils checkent avec le pied, ils tapent avec le bassin, ils se demandent s'ils vont bien. C'est une gymnastique mentale et physique. C'est convivial comme il dit. C'est convivial. On va regarder ça. Regardons. Bonjour Dominique, ça va ? Ça va ? Ouais, et toi ? Ouais. Ouais, tout va bien ? Attends, ouais, bah moi aussi. Nous aussi, on fait le check du coude à France 3, je vous rassure. Exactement. Donc voilà, c'est un peu fun, c'est convivial, ça les amuse. Et puis dans le Finistère, il y a une autre initiative qui m'a fait sourire. C'est un chocolatier-pâtissier à Landivisiau qui s'appelle Jean-François Pré, qui a conçu le coronavirus en chocolat avec ses petites pépites d'amandes. Quoi de mieux à l'approche de Pâques ? Alors je vous rassure, le manger ne vous rendra pas malade. En tout cas, je ne l'espère pas. Mais c'est une initiative assez drôle. Et puis à Carnac, les commerçants subissent une désertification. Et les Carnacoises, c'est une marque de vêtements, a détourné un hashtag très connu qui est « Je vis là où tu pars en vacances ». Maintenant, c'est devenu « Je vis là où tu ne pars plus en vacances ». Et à Auray, ils se sont réunis pour passer un message, les commerçants, avec le soutien de certains de leurs clients, pour dire le bonheur est aussi contagieux. Une façon de rappeler qu'ils sont là, ils existent, la ville est toujours vivante, les commerces sont ici. Et il n'y a pas plus de risque d'aller dans les petits commerces que dans les grands hypermarchés. Donc une façon de dédramatiser en se rassemblant. Il faut aussi en rire du coronavirus, maître. Ah oui, c'est toujours mieux. Ouais. Déjà parler de check là, avec les pieds, c'est vrai qu'on le fait tous. Et puis on a toujours ce moment d'hésitation. Là, d'instinct, on a envie d'aller dire bonjour et puis on se retrouve bloqué. Bon, il y a toujours une petite touche d'humour, c'est toujours bienvenu. L'humour, ça marche chez vous, maître Chaplin ? Ça marche toujours. Ah oui, les médecins sont connus pour ça. Quotidiennement. Je pense que là, en plus, effectivement, j'entends aussi derrière cet humour une relative préoccupation de certains commerçants qui voient la fréquentation baisser. Et je pense qu'il faut vraiment rappeler aussi les modes de transmission et de contamination. Mais je ne sais pas si vous allez peut-être en parler plus tard, mais je crois que c'est... Ouais. Alors, il est important de parler des bonnes pratiques. Elle sert à ça aussi, notre émission. Alors, à ceux qui nous regardent ce matin, quel est le premier conseil sanitaire que vous leur donnez, vous, en tant que médecin ? Alors voilà, il faut... faire très attention aux mots qu'on emploie. C'est vraiment un virus dont la transmission est liée aux gouttelettes et non pas à l'air. Et la différence est d'importance puisque le virus ne va pas rester en suspension dans l'air, mais va effectivement être projeté par des gouttelettes quand on postillonne, quand on éternue, quand on tousse. Donc la différence est d'importance puisqu'il va falloir une relative proximité pour que le virus puisse passer d'une personne malade à une autre. Et qu'on voit bien que dans ce modèle-là, le fait d'avoir une mesure barrière, c'est-à-dire se protéger avec un masque, va empêcher l'inhalation de ces gouttelettes projetées par la personne malade. Donc il faut une relative proximité, vous l'avez parlé, moins d'1 mètre, et il faut aussi une relative durée. C'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'on puisse rester en proximité avec la personne pendant au moins 15 minutes, voire plus. Donc c'est un virus qui a un développement, et on le voit bien dans les cas en France, intrafamilial, parce que voilà, il y a la promiscuité de la famille. On voit bien que les gens qui sont atteints souvent contaminent leur entourage très proche.
En revanche, sur des activités comme aller faire ses courses, il n'y a vraiment aucun risque, si tant est qu'on prend le minimum de mesures qui sont appelées chaque jour dans les spots, d'éternuer dans son coude et de se laver régulièrement les mains. Justement, on insiste beaucoup sur le lavage des mains. Donc entre le gel hydroalcoolique et le savon, quel est le plus efficace finalement pour enlever les microbes? Les deux sont efficaces. Il faut savoir qu'effectivement, quand on postillonne, généralement, on en a effectivement sur tout un environnement très proche sur l'organisme, et notamment les mains qui peuvent être aussi un vecteur secondaire du virus. Alors dans le domaine du travail, Maître Bellouboujon, est-ce que mon employeur peut être sanctionné par la loi s'il ne met pas en place des précautions suffisantes, par exemple le gel hydroalcoolique? Oui, alors j'ai souvent cette question-là de salariés qui m'appellent me disant qu'ils n'ont pas de gel hydroalcoolique. Là, par contre, non, l'employeur a une obligation de sécurité, de mettre en place, de préserver la santé et la sécurité des salariés. Mais bien entendu, s'il n'y en a plus sur le marché, il ne peut pas s'en procurer. Par contre, il doit avoir un lavabo, des sanitaires pour que les salariés puissent se laver les mains. Alors en tout cas, les Bretons n'y ont pas échappé. Beaucoup se sont précipités pour acheter des masques. Alors justement, nous sommes en ligne avec Jean-François Batala. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. Alors est-ce que c'est toujours la course pour les masques dans les pharmacies? Oui, mais on n'en a plus. Donc on gère la situation sans masque. Comment faire pour gérer la situation sans masque? On explique aux patients que malheureusement nous ne pourrons pas leur en donner, mais que les masques sont uniquement nécessaires pour les patients malades. Si on n'est pas malade, on n'a aucune raison de porter un masque. Alors aujourd'hui, il n'est pas capital de porter un masque pour vous? Si la personne n'est pas malade, le masque est pour la personne contaminée. Et quelles sont les demandes les plus courantes des usagers quand ils arrivent dans une pharmacie? Le gel hydroalcoolique. Et en tant que pharmacien, vous vous sentez acculé? Non. Maintenant, c'est des demandes fréquentes et quotidiennes. Nous n'en avons plus. Nous expliquons la base, c'est-à-dire le lavage des mains, qui peut être aussi efficace, comme nous l'a dit le médecin virologue, que le gel hydroalcoolique. C'est les bases de l'hygiène courante qu'il faut rappeler et qu'on a peut-être un petit peu oublié. Et comment vous arrivez à répondre à cette demande en gel hydroalcoolique? On ne répond pas puisqu'on n'en a plus beaucoup. On dit que simplement de passer au lavage de mains et qu'il n'y aura aucun problème si on se lave régulièrement les mains et de façon un peu prolongée, plus de 30 secondes, en insistant un petit peu sur toutes les zones pour être sûr de tout éliminer. Et un rôle de pédagogie à faire plus que d'habitude? Oui, c'est ça. Bien, tout à fait. En fait, il faut surtout rassurer. Il faut relativiser les cas présents par rapport à la population. Et voilà, je pense que certains messages affolent la population et c'est à nous de les rassurer. Vous sentez vos patients, vos usagers anxieux? Oui, mais quand on écoute les infos qui tournent en boucle et qui donnent des informations en expliquant qu'on va passer du stade 2 au stade 3 sans expliquer ce que c'est, on ne peut qu'être un petit peu inquiet quand on est patient et qu'on ne connaît pas exactement ce qu'est le virus, ce qu'il provoque et ce qu'il peut amener. Et ce stress, vous pensez qu'il va durer longtemps pour vous en tant que pharmacien? Vous êtes prêt à tenir combien de temps, entre guillemets? Je ne sais pas, parce que pour moi, c'est toujours présent. Et je pense que si on fait passer les bonnes informations rassurantes comme vous le faites en ce moment, ça devrait peut-être calmer un petit peu la population. Et vous avez un dernier message à donner à nos téléspectateurs avec votre casquette de pharmacien? Lavez-vous les mains. Et comme l'a dit le médecin virologue, si vous respectez une certaine distance, les postillons ne pourront pas vous atteindre. Et puis, respectez les consignes qu'on entend régulièrement, tousser dans le coude, se laver les mains, se moucher dans les mouchoirs en papier. Et il n'y a pas, a priori, de raison que ça évolue aussi, continue. On ne répétera jamais assez, se laver les mains. Merci beaucoup Jean-François Batala, président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors c'est vrai que les masques, ça a fait quand même tout un foin sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi certains qui ont contribué à faire monter la mayonnaise, Céline. Oui, effectivement. En fait, il y a des bandes dessinées, des dessinateurs qui ont fait parler d'eux, mais à leur insu parfois. Par exemple, Astérix et Obélix avec Astérix et la Transitalique. En 2017, cet album est sorti et il prédisait le coronavirus avec ce coureur de char masqué qui s'appelait Coronavirus et que toute la foule acclamait. Donc ça donnait quelque chose du genre Coronavirus, Coronavirus. Alors non, Jean-Yves Ferry et Didier Conrad ne sont pas voyants. En fait, le coronavirus est évoqué dans cet album. Puis il fait référence à une épidémie qui avait eu lieu en 2000, le SRAS, le SRAS, je ne sais pas comment on le nomme exactement. Voilà. Et puis il y a aussi les Simpsons qui font parler d'eux.
qui ont fait parler d'eux. Alors, est-ce que c'est pour multiplier le nombre de vues sur YouTube, mais ils ont détourné quelque chose. On voit ici des personnes asiatiques qui font un colis, l'un tous dedans. Homer le reçoit chez lui, il l'ouvre et il est infesté par un virus. Il est infecté. Et ça se répand dans toute la ville de Springfield. Donc, ça fait référence un petit peu à ce que l'on connaît aujourd'hui. Et on voit un journaliste, à un moment donné, dans Les Simpsons, qui fait son annonce sur ce virus qui se propage avec un montage coronavirus derrière lui. Sauf que le vrai nom, c'est Osaka Flu. Donc, les gens ont pensé que là aussi, c'était une prédiction. Or, non. Les réelles images, la réelle bande dessinée montre tout autre chose. Et justement, un colis, ça peut être contagieux, docteur ? Pour ce virus, absolument pas. D'accord. Alors, on a cette question maintenant de Victoria. Ça concerne le vaccin. Bonjour. Alors moi, je voulais savoir si, à votre avis, il était possible de trouver un vaccin avant la fin de l'épidémie. Merci. Quelle réponse, docteur, pour Victoria ? Alors, on a du mal à savoir quand est-ce que s'arrêtera l'épidémie. Donc voilà, je vais un peu botter en touche. Donc, il y a des recherches en cours pour élaborer un vaccin. Là, comme ça, je pense qu'il faut être prudent et dire quand même qu'on a assez peu de chances qu'on puisse trouver d'ici la fin de l'épidémie. En tout cas, c'est sûr, pas de vaccin pour l'instant. Alors, on constate aussi une hausse des téléconsultations. Voyez ce reportage de Thomas Paga et Aurélie Janssen. Ce médecin généraliste est installé dans le Morbihan, l'un des foyers du coronavirus en France. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai de la fièvre depuis 2 jours. Ouais. Un petit peu de fièvre. Je tousse un petit peu. Et je suis un petit peu inquiet dans le contexte. D'accord. Comme j'habite à Carnac. Depuis ce lundi, elle réalise un tiers de ses consultations par Internet pour limiter la propagation du virus. On a décidé au maximum de réguler par téléconsultation. Ça va faire une première évaluation pour les gens avec qui c'était possible, bien sûr, par téléconsultation pour éviter que les gens potentiellement infectés viennent au cabinet. Et ainsi, éviter de nouvelles contaminations avec des patients en salle d'attente. Depuis février, l'un des géants français de la téléconsultation a vu bondir de 40% les demandes de praticiens souhaitant s'équiper. D'après ce site, en 24 heures, plus de 1000 médecins supplémentaires se sont inscrits. Mais selon l'un des principaux syndicats de médecins généralistes, la consultation virtuelle ne peut pas s'appliquer dans tous les cas. La téléconsultation, ça peut être une solution pour les patients que l'on connaît, mais il me semble très dangereux de l'utiliser avec des patients inconnus qui peuvent avoir tout autre chose qu'un virus de la grippe ou un virus coronavirus. Votre infection a commencé il y a combien de temps, madame ? Il y a 2 jours. Une téléconsultation remboursée par l'assurance maladie, à condition que le patient ait déjà vu au moins une fois le médecin. Alors c'est une manière d'éviter de surcharger les médecins ou les hôpitaux. On va balayer quand même une série de questions qui reviennent souvent, mais d'abord on va regarder une petite vidéo, Céline. Oui, il y a une vidéo que j'ai trouvée, c'est la mairie de Saint-Hernin, encore une fois dans le Finistère, qui a voulu faire une vidéo pour les gestes de prévention, d'hygiène. Et ils ont utilisé des films cultes de comédie française, La Grande Vadrouille par exemple, ou encore Les Visiteurs et les Sous-doués en vacances. Quelques petites secondes que je vous propose de regarder. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. Alors voilà, j'avais rendez-vous le lundi 15 novembre. Tâche de titillette, la balue. Il a vidé ses morvines. Je ne sais plus, parce qu'il m'interrompt tout le temps. Il tousse, il crache sur nifle, et il tousse, il crache sur nifle, voilà. Ah, non. Ah, bon sang, mais ça coupe pas, ça, donnez-moi un autre. Mais il est rouillé. Moi, j'en peux plus, j'en ai marre. Je crois que j'arrête. The rhythm of the night. The night. Oh yeah. Ils sont bons, ces Finistériens. Très bien. C'est une manière quand même de voir les bons gestes. Alors c'est une question très récurrente, docteur. Le virus peut-il être transmis par la monnaie ou des billets de banque ? Vrai ou faux ?
Alors, faux. Hein. Comme je le rappelais, hein, c'est vraiment le contact interhumain qui transmet le virus. Il faut savoir qu'effectivement, le virus peut rester un certain nombre d'heures sur des surfaces inertes, mais on n'est absolument pas sûr, et en tout cas, il n'y a pas eu de preuve formelle que même s'il est sur une surface inerte, il puisse être contaminant. Donc oui, il peut être effectivement sur des pièces de monnaie, sur des billets, mais la contamination par ce biais-là est exclue. On est vraiment sur un rapport interhumain, de proximité, par les postillons, les gouttelettes que l'on produit en parlant ou en toussant. Et comment on fait pour se protéger dans les transports en commun ? C'est une question aussi qui revient très 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 souvent. Alors je dirais, tout dépend effectivement du nombre de personnes hein, entre le métro parisien et effectivement le métro rennais parfois à certaines heures, et puis certains bus où ça peut être effectivement, les espaces peuvent être un peu plus importants. Donc il est important que chacun ait les gestes qu'il convient, et notamment quand les personnes sont malades, de répéter encore une fois hein, ces gestes d'éternuement dans le coude pour éviter la diffusion autour de soi. Donc c'est vraiment de la responsabilité de chacun de limiter au maximum la diffusion du virus ou d'autres virus dans ces lieux-là. Alors je rappelle que le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes, au moins jusqu'au 15 avril. N'hésitez pas à vous renseigner si vous avez prévu de vous rendre à une manifestation culturelle ou sportive. Alors, Maître Balu-Goujon, quand commence le télétravail, quand les activités, les manifestations se restreignent ? Alors oui, c'est une des demandes du gouvernement d'insister sur le télétravail. Il y a même une disposition dans le Code du travail qui prévoit ce cas particulier. Donc normalement, le télétravail, c'est d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Il ne peut pas être imposé à l'un ou à l'autre. Là, le Code du travail prévoit qu'en cas de force majeure et en cas d'épidémie spécifiquement, il peut être imposé au salarié. Donc un salarié peut se voir obligé contraint de rester chez lui, et par contre il aura tous les avantages qui vont avec, c'est-à-dire une indemnisation pour la consommation d'électricité, le forfait internet, etc. Lui, à l'inverse, ce que j'ai eu la question, ne pourra pas imposer le télétravail du fait du coronavirus à son employeur. Et dans les métiers où le télétravail est impossible, on fait comment ? Eh ben, on ne peut pas le mettre en place, et après c'est à l'employeur de voir en fonction du risque si on est donc dans une ville très concernée par le coronavirus, ou si un salarié doit partir par exemple en déplacement sur une zone à risque. Il faut qu'il y ait une notion de proportionnalité qui doit être présente. Alors, autre argument qui est récurrent, ceux qui disent que c'est une grippe améliorée, qu'il ne faut pas paniquer. Pour vous, c'est un argument qui s'entend, docteur ? C'est vrai que les virus sont très différents, mais partagent quand même un certain nombre de caractéristiques, notamment la caractéristique de la transmission, puisque la grippe aussi se transmet par gouttelette. Et une deuxième caractéristique qui est importante, c'est que la grippe va être plus grave chez les personnes les plus âgées, qu'on retrouve aussi dans le coronavirus. Donc oui, en termes de transmission, oui, en termes de gravité, on pourrait dire qu'il y a quelques similitudes. Il y a 2,5 millions quand même de personnes qui sont touchées par la grippe, ça faut le dire. C'est important. Tout à fait. Tous les ans, la grippe est effectivement une épidémie saisonnière qui fait aussi un nombre conséquent de morts et qu'on a tendance à oublier parce qu'on banalise. Et la grippe, elle est plus dangereuse que le coronavirus ? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour le dire, mais je dirais que la grippe est un peu plus, voire plus dangereuse que le coronavirus au vu là du bilan, puisqu'on a quand même pour la grippe cette saison au moins 10 000 décès, alors que je rappelle qu'on est à 30 décès pour le coronavirus. Alors il y a un chiffre qui interpelle aussi, comment on explique qu'il n'y ait aucun cas de contamination dans les Côtes d'Armor ? C'est assez étonnant, je ne sais pas si vous le saviez, mesdames, mais moi ça m'a étonnée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les costarmoricains pour échapper ? Je ne sais pas, vous n'avez pas de réponse. Non, justement, je dirais que je n'ai pas trouvé d'humour par rapport à les Côtes d'Armor, restent très discrets, les costarmoricains. Je pense que le dépistage pour l'instant va concerner des patients, des personnes qui ont été exposées soit par un voyage, soit par la présence dans un foyer. Donc le dépistage concerne quand même qu'une infime partie de la population française. Donc ça c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième élément, c'est que la diffusion, comme je le disais, est relativement hétérogène sur le territoire français. Donc oui, ça peut expliquer. Alors il n'y a pas que les Côtes d'Armor, il y a d'autres départements en France qui sont très peu, voire pas touchés. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même une circulation virale en ce moment ? Est-ce qu'il y en a ? Elle est moindre. C'est difficile pour l'instant. C'est important de le mentionner. On va prendre maintenant la direction d'un EHPAD au nord de Rennes. On retrouve au téléphone Gilbert Frangeul. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de la structure du Clos Saint-Martin. Alors vous, contrairement à vos confrères du public, vous avez choisi de continuer à autoriser les visites. Pourquoi ce choix ?
En fait, aujourd'hui, on a des recommandations de l'ARS qui sont d'accepter les visites, mais elles sont fortement déconseillées. Donc, c'est un peu un appel au bon sens des personnes. Les familles, si elles pouvaient ne pas venir trop souvent, effectivement, ça serait sans doute très, très appréciable. Maintenant, certains établissements ont décidé de fermer, mais pas tous. Hier, on était en réunion de crise, entre guillemets, pour réfléchir à savoir si on fermait l'établissement. Le souci de ça, c'est qu'on peut fermer un établissement, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir le rouvrir. Et c'est la durée qui m'inquiète, en fait. C'est surtout ça aussi, quoi. Et comment tenez-vous informé vos résidents de l'évolution de la situation ? Donc, on a de l'affichage, on a des mails, on peut les appeler aussi, ils peuvent nous appeler d'ailleurs. Donc voilà comment on communique. C'est vraiment important que s'ils veulent des informations, ils nous appellent. Et puis voilà, le bon sens, c'est que s'ils sont malades, ils ne viennent pas. J'ai envie de dire, faut être sérieux. Une famille qui venait du cluster de Auray, Auray, Carnac et Crac, on leur a dit, non, vous venez pas, quoi. Voilà, oui. Alors je crois que vous êtes aussi en compagnie de l'une de vos résidentes. Elle s'appelle Catherine. Tout à fait, Catherine. Bonjour Catherine, est-ce que vous nous entendez ? Oui, très bien. Alors Catherine, est-ce que vous êtes inquiète de la propagation du virus ? Je ne suis pas inquiète, mais c'est peut-être par ignorance, parce que je ne sais pas. Mais pour le moment, non, j'ai pris ça très, très passivement. Avec de la distance. Est-ce que votre famille s'inquiète pour vous, en revanche ? Un petit peu, ils ont téléphoné savoir s'ils pouvaient venir. Je leur ai signalé qu'il valait mieux s'abstenir, mais alors là, pour le moment, ils préfèrent s'abstenir, on se téléphone, voilà. Et ça ne vous fait pas peur, l'idée d'être confiné un jour si le gouvernement le demande ? C'est ça qui me fait peur quand même. Pourquoi ça vous fait peur ? Les visites sont agréables quand même. Puis, personnellement, j'ai une grande famille, je sors assez souvent. Alors évidemment, c'est une contrainte si je dois rester. C'est une peur qui est partagée aussi par les autres résidents ? Oui, il y en a qui prennent ça encore plus mal. Hein. Moi, je les tempère, je vois autour de moi, je leur dis non, il ne faut pas paniquer comme ça. Mais il y a certaines personnes qui ont tendance à paniquer. Et vous en parlez entre vous ? Beaucoup ? Ah oui. Enfin, avec les personnes avec qui nous pouvons parler. Moi, à table, on parle tout à peu près normalement, alors ça va. On en discute. Alors, il y en a qui sont plus ou moins peureuses de ce fait, qui guettent tous les jours le nom de... Merci. Catherine, merci beaucoup Catherine. Alors 97 ans, je rappelle, et même pas peur contre le coronavirus. Merci à tous les deux d'avoir fait l'effort depuis l'EHPAD de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Alors je vous propose maintenant d'écouter cette question de Mathilde. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 32 ans. Les enfants ont moins de risques d'avoir les symptômes du coronavirus. Mais pour être sûr qu'ils ne risquent pas d'infecter les plus fragiles, combien de temps doivent-ils éviter d'aller voir leurs grands-parents ? Alors on entendait nos aînés il y a quelques instants. Quel conseil pour Mathilde ? Effectivement, les enfants sont quasiment pas malades de ce coronavirus, donc ce qui est quand même aussi fait partie des bonnes nouvelles, mais effectivement peuvent transmettre, donc ils peuvent présenter des signes ou des symptômes relativement modérés, comme un rhume, le nez qui coule, une rhinite. Je pense que pendant toute cette période-là, où l'enfant est symptomatique, c'est vrai qu'il convient d'éviter qu'il puisse être en contact avec les personnes âgées de son entourage, ses grands-parents en l'occurrence. Après le délai, je dirais que pour l'instant, on considère pour ce coronavirus qu'il faut 14 jours après au départ des symptômes. Et qu'après les 14 jours passés, on n'a plus aucun signe d'excrétion virale et de contagiosité après ces 14 jours. Donc le chiffre de 14 jours est vraiment très extrême, c'est le temps maximal, mais ça me paraît être une limite raisonnable. Alors nous sommes aussi en direct sur Facebook, les téléspectateurs peuvent commenter et réagir en direct avec nous. Alors il y a cette question, quelqu'un qui nous dit « Nous devons aller en cure au mois d'avril à La Rochelle. J'ai peur du coronavirus pour mon mari qui est très fragile. Devons-nous annuler en urgence ?» Quel conseil vous donneriez à
à cet internaute. Moi, je pense qu'il faut rester quand même relativement serein. Il ne faut pas tout annuler. Il faut juste, effectivement, organiser sa vie en fonction des événements. Je pense qu'une cure peut avoir aussi des bénéfices et qu'il convient, je pense, on n'a aucune raison d'annuler si l'endroit, si l'établissement garantit un minimum d'hygiène et de contrôle. Donc, non, je pense qu'il faut continuer à vivre. Alors, c'est une question de Dominique. J'espère qu'on a pu répondre à votre question, Dominique. Alors, on repart dans notre série Le virus à l'épreuve du rire. Et pour ce dernier épisode, Céline, voici votre top 4, pas 3, des peurs du web. Oui, en fait, on parlait des masques, il n'y en a plus. Mais il y a un internaute qui a trouvé la solution. Il proposait une annonce sur le site du Bon Coin, leboncoin.fr, où on voit un mouchoir avec relié par 2 élastiques et des trombones vendu 250 €. Voilà, c'est une petite perle du web. J'ai trouvé ça très très drôle et osé, je dirais même. Autre chose au niveau masque aussi qui m'a fait sourire, on l'a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est ce couple de personnes âgées qui reviennent de croisière avec la trace du masque. Ça, c'est pas mal quand même comme bronzage. Ils sont mignons, quelque part. Et aussi, faudra vérifier ça cet été, je pense aussi, oui, si jamais ça continue. Il y a d'autres possibilités que je vous propose. Un CD antivirus pour se protéger aussi. On doit voir les images, voilà. Ou alors, antivirus. Ou alors, s'il n'y en a plus en pharmacie, allez à la poissonnerie. Et là, c'est une autre image qui va se présenter avec un crabe sur le visage. C'est une option, pourquoi pas. Sinon, on a beaucoup entendu parler aussi d'une marque de bière Corona qui, bien sûr, une publicité qui a été dite de bière achetée, de Corona achetée, une mort subite offerte. Voilà, mais moi j'ai préféré... belge. Ouais, spécial belge, effectivement. Mais moi j'ai préféré cette petite image qui vient d'une page Facebook qui s'appelle Être breton, c'est un peu mieux. C'est un peu comme être un dieu, mais en mieux. Et on voit une bouteille de Corona dans son coin avec les autres qui se protègent par un masque. Et puis en Bretagne, bien sûr, on ne néglige pas la bière. À consommer avec modération, je le précise, c'est dangereux pour la santé. On est tous d'accord. Voilà. En Chine, en Italie et en France, beaucoup de précautions prises. Par contre, en Bretagne, on continue de vivre, on trinque et puis on se protège au Doliprane. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Docteur Chaplin, quand peut-on espérer la fin de l'épidémie du coronavirus ? Donc elle va être effectivement, c'est difficile, j'ai pas la réponse précise. J'entends effectivement certains dire que l'arrivée du printemps et des températures va pouvoir peut-être apporter une atténuation de la circulation virale. Je pense qu'il faut rester très prudent et ne pas absolument pas miser sur cet effet climatique. Il faut continuer à suivre les mesures d'hygiène et au système de santé à se préparer. Donc j'ai pas de réponse. Ce qu'il est clair, c'est que je pense qu'en tout cas, que chacun, il faut qu'on se prépare pour les semaines et les mois qui viennent. Alors, nous parlons souvent des personnes contaminées et des morts, malheureusement. Alors, il y a bien des personnes qui guérissent. Ça, il faut en parler aussi. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces personnes-là, par exemple ? On guérit comme on guérit d'une grippe, c'est-à-dire absolument sans séquelles. Et c'est la grande majorité des patients contaminés vont guérir effectivement sans séquelles de cette infection. Donc voilà, je pense encore une fois chez des gens qui vont avoir des problèmes alors d'abord respiratoires et puis effectivement des personnes âgées où effectivement les risques d'infection sévère vont être les plus importants. Mais pour en population générale, voilà, c'est un rhume, c'est une rhinite, au pire c'est une grippe et on en guérit sans aucun problème. Il y a ceux qui nous regardent et qui ont le coronavirus. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, mesdames par exemple ? Parce que ça doit être difficile pour eux. Ah oui. Ils doivent se sentir pestiférés. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens ? Parce qu'ils existent bien dans le Morbihan, je pense, notamment. Je pense qu'ils doivent écouter leur médecin. Si leur médecin ne dit qu'il n'y a pas de risque pour vous sur votre vie, d'être plus serein et puis de regarder France 3 en attendant pour passer le temps. Tout va bien se passer, ça va aller. Et l'échelle de solidarité, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que j'avais vu dans un reportage chez mes confrères de BFM que des gens venaient donner à manger sous le pas de la porte
à ces personnes? Ça, c'est des trucs qu'on peut faire, docteur? Oui, bien sûr. Non, mais je pense que vous avez raison de le souligner. Je crois qu'il y a un impact psychologique majeur chez les personnes qui sont infectées, puisqu'elles sont automatiquement isolées, confinées, et ça peut être extrêmement difficile à vivre. D'une part, par le fait géographique d'être là, chez soi, sans bouger, mais aussi du regard des autres, qui finalement devient très méfiant, distant et qui est absent, voire. Donc je crois qu'il faut absolument tenir compte de ces aspects-là, et il ne faut pas hésiter effectivement que les professionnels de santé puissent, à travers les téléconsultations, appréhender cette difficulté. Et puis bien évidemment après la solidarité, car protéger, on ne risque rien. Nous prenons en charge des patients dans le service. Nous n'avons aucune difficulté à partir du moment où on est protégé, on ne risque pas de contamination, donc on peut effectivement apporter à manger, voire même discuter, si on est protégé, à ces malades-là. Et il faudra un soutien psychologique? Est-ce que par exemple les victimes peuvent en parler, demander au gouvernement une aide psychologique? Est-ce qu'ils pourront faire ça? Alors c'est dans le cadre sanitaire qu'il y a des dispositifs d'accompagnement psychologique qui sont prévus. Ouais. Mais il n'y a pas d'énormes... Là, pour l'instant, il n'y a rien de mis en place. Et au niveau, comme toutes les maladies, il peut y avoir un accompagnement psychologique. Et là, je pense qu'il serait vraiment requis. Et personnellement, pensez-vous qu'il y aura un avant et un après coronavirus? Est-ce que ça va changer nos habitudes au niveau de l'hygiène, par exemple? Voilà, alors c'est la réflexion. Je veux rester optimiste et me dire que cette épidémie apportera effectivement des leçons et une modification de certaines pratiques dans le bon sens. Le passé nous montre effectivement qu'on oublie quand même assez vite les épidémies les plus récentes. Donc voilà, il va falloir en tout cas apprendre et retenir un certain nombre de leçons simples pour l'après, certainement. Et Céline, vous pensez qu'on va réapprendre à mieux gérer notre hygiène en collectif? Mine de rien que serrer la main, c'est devenu un réflexe à force de le faire. Je pense que là, on est tellement dans cette envie de se protéger, on se lave beaucoup les mains, on tousse dans notre coude. C'est des gestes qu'on devrait faire peut-être même au quotidien, parce que même si on a, une gastro, un rhume ou quoi que ce soit, on se le transmet aussi de ces façons-là. Donc je pense que c'est bien de pouvoir ancrer ça davantage. Ça peut être un avantage. À l'école de mes enfants, ils ont repris les bases, comment on se lave les mains. Donc, on se rince les mains. Enfin, ils ont vraiment donné un timing et ils reproduisent ça à la maison et on espère bien que ça va rester. Et en tant que maman, vous avez réussi à discuter un peu avec vos enfants de ça. Comment vous l'avez amené? Alors, c'est vrai qu'ils m'ont fait part, moi je m'intéresse beaucoup à l'actualité, mais ils m'ont fait part justement de l'anxiété, peut-être parce que j'écoutais trop les actualités pour moi être informée, mais pour eux, ils n'ont pas la même perception, donc peut-être alléger nos informations, enfin les informations perpétuelles qu'on a, et puis se poser pour en discuter et reposer les choses, dire que ça va être un virus qui va être maîtrisé et qui se soigne. En tout cas, il faut s'informer, s'entraider, la solidarité. Alors voilà, un tour d'horizon, non exhaustif des questions que vous avez pu nous poser sur le coronavirus. Alors on espère toutefois avoir apporté quelques réponses. Alors sachez qu'il y a un numéro vert qui est à votre disposition. Il va s'afficher très rapidement pour vous poser toutes les questions qui sortent du domaine médical. Et pour suivre en temps réel l'évolution de l'épidémie, rendez-vous sur le site gouvernement.fr. Merci à vous tous, chers invités, d'avoir joué le jeu des questions-réponses. Je sais que ce n'est pas toujours très simple. Dans 20 minutes, vous retrouvez votre journal régional. Bonne suite de programme sur France 3 Bretagne. À bientôt.